Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien déjeuné. Bienvenue à notre session avec Laurent. Enchanté. On se présente ? Ouais, on va se présenter. Tu commences ? Ouais, je commence. Donc Laurent Grangeau, je suis actuellement solution architecte chez Google et je travaille sur les sujets principalement autour de GKE, des cloud natives, mais aussi en ce moment sur de l'IA, à peu près comme tout le monde, je pense. Et on va vous parler aujourd'hui de Flowise et on a la dure tâche de vous réveiller après ce magnifique repas, de ne pas vous laisser vous endormir. Tartiflette, c'était ça ? Non, je ne l'ai pas dit, justement. Voilà, tout le monde va partir maintenant. En plus, c'est enregistré. Pour ma part, Tony Jariot, je suis solution architecte, je travaille pour Capgemini, j'interviens dans le domaine industrie, dans des contextes cubes, peut-être dans du GKE, et beaucoup autour de sujets de l'IA, c'est la tendance, enfin, comme vous l'imaginez, et vous en êtes certainement tous dedans. Donc, on va vous présenter en tout cas libérer la puissance de systèmes multi-agents avec Flowise. Pourquoi on a proposé ce sujet ? C'est parce que moi, je ne suis pas développeur. Je suis pas développeur et personne n'est parfait. Hein. Ouais. Et la difficulté, c'est que lorsqu'on regarde, en tout cas les articles, il faut faire du long chain, il faut mettre les mains dans le dur. Enfin, perso, en tout cas pour moi, c'est dans le dur, dans le code, et c'est un peu plus compliqué. Et du coup, faciliter l'adoption de l'IA ou la mise en place d'agents au travers de solutions low-code type Flowise ou d'autres qu'on peut retrouver, type N8N ou autre, c'était super sympa. D'où la proposition de ce talk. Donc là, on va vous présenter donc, les notions multi-agents. Les notions multi-agents, on va rentrer sur les principes de MCP, comment les agents communiquent entre eux, avec différents use cases qu'on va vous proposer en mode de démonstration, notamment pour planifier un voyage, faire de la migration de code. Et pour finir, on terminera probablement sur une notion de LLM as Judge pour terminer la présentation. Qui dans la salle est familier avec les multi-agents ? Qui sait à peu près ce que c'est ou pas du tout ? Bon, il y a 3-4 mains timides. On va vous expliquer tout ça. Ah, il y en a plein là-bas qui se lèvent là-haut. Ah. Donc, pourquoi la notion de multi-agent ? C'est que jusqu'à présent, lorsqu'on développe des agents d'IA, on va avoir un agent où on va rentrer dans un gros batch, en tout cas beaucoup de prompts en back-end, on va rentrer beaucoup d'informations, et sur lequel l'agent finalement est monotâche. Là où l'approche d'agent multi-agent, ça va être le fait de rendre la sociabilisation des agents, où un agent va connaître ce que font tous les autres agents. Potentiellement, en fonction, il y a un agent qui va faire du développement, un agent qui va pouvoir faire de la rédaction de documentation, pourquoi pas, plein d'autres systèmes. Et du coup, d'où ce besoin de multi-agents. Donc ça, on en voit de plus en plus, notamment avec les notions de MCP et A2A, où l'agent va communiquer avec d'autres MCP serveurs et potentiellement converser, ils vont pouvoir converser entre eux. Donc c'est toute la promesse qu'apporte ce type de service. Du coup, je prends le relais. Allez, fais-toi plaisir. Allez. Du coup, donc comme Tommy l'a dit, le rôle des multi-agents, c'est d'avoir un agent spécialisé par ce qu'on veut faire. Tu parlais de codeurs, de testeurs, de rédiger de la doc. On a des modèles aujourd'hui qui sont ultra génériques, mais on peut, entre guillemets, les forcer à être spécialisés avec un système prompt où on leur dit bonjour, comporte-toi comme un spécialiste du code Rust et tout ce que tu vas faire après, ça doit être optimisé, tu dois appliquer les best practices, etc. Et donc on va conditionner le modèle pour lui dire voilà, toi tu es un développeur Rust et fais ça. Et on pourra faire ça sur plein d'agents. Donc un agent spécialisé dans le code, un agent spécialisé dans le review. En gros, on va lui dire voilà, toi tu es reviewer Rust ou Java. Et en gros, à chaque fois qu'on va t'envoyer du code, tu vas regarder si on suit les best practices, si le code est bien agencé, il est lisible, il est documenté, il y a des commentaires. Et en gros, le but du jeu des multi-agents, ça va être de faire parler tous ces agents-là. Tony vous en a parlé, on a parlé de MCP et de A2A. A2A, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un protocole qui a été, un protocole qui a été sorti par Google. On essaie d'en faire un standard qui s'appelle Agent to Agent, où on va standardiser les communications entre différents agents.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On peut faire du gRPC, du HTTP, ce que vous voulez. Donc A2A, on va être capable de non seulement avoir une cartographie de tous les agents disponibles et comment ils se parlent entre eux, et avoir une standardisation du protocole. Et du coup, avec ces multi-agents-là, on va pouvoir appliquer ces rôles-là sur pas mal de use cases. Là, il y en a plein. Hein. Finance, logistique, etc. J'en parlais encore ce midi sur les agents qu'on spécialise sur la finance pour aider à des prises de décision, etc. Et je trouve ça super intéressant. Dans le cas de FlowWest qu'on va vous présenter, ce qui est intéressant aussi, donc Tony vous a dit il n'est pas développeur. FlowWest, c'est une plateforme no-code, on en reviendra juste après. Ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, on n'a pas besoin de coder. On n'a pas besoin de coder les interactions entre les agents, d'avoir du code Python pour pouvoir dire bah, cet agent-là appelle cet agent-là, et puis qui appelle cet agent-là, etc., etc. Et donc, on va essayer de construire au fur et à mesure une espèce d'application d'agents qui se parlent entre eux, qui prennent des décisions autonomes, enfin, de manière autonome. Dans ce cadre-là, on a besoin d'avoir des architectures qui sont multi-agents, et on a des architectures qui sont un peu différentes. Il y en a 6 grosses. Ce diagramme vient de LangChain, donc c'est 6 gros agents. Moi, celui que je connais le mieux, c'est le troisième là-haut, la Supervisor. Mais en gros, on a différentes façons de faire parler les agents entre eux. Alors la première, c'est la plus simple. On a un LLM, on a des outils. Le LLM, il va pinguer des outils, il récupère le contexte, il récupère les informations. On parlait du MCP. MCP est un outil pour aller piocher des données là où sont vos données dans vos systèmes. Je ne sais pas moi, un serveur MCP pour SAP par exemple, un serveur MCP pour je sais pas moi, pour Drive ou quoi que ce soit. Et le LLM va pouvoir interagir avec le MCP, récupérer les données qui l'intéressent et prendre des décisions là-dessus. Pour ça, on n'est pas en multi-agent, on est en single agent. Et en gros, aujourd'hui, c'est ce que vous voyez quand vous faites du prompt sur Gemini, par exemple, où vous lui dites est-ce que tu peux m'aider à faire des décisions, à faire de la créativité, tu as accès à tel document, tel workspace, etc. Donc, fais ce que tu veux. Le second, c'est le network. Alors, le network, il est plus intéressant puisque chaque agent peut interagir avec tous les autres agents. Donc ça, c'est super intéressant parce que chaque agent a connaissance de tous les autres agents. Vous voyez déjà qu'avec 4 agents, on commence à avoir une toile qui est un peu complexe. Imaginez qu'une dizaine d'agents, il va falloir maintenir la cartographie. Il faut que chaque agent connaisse les autres agents, sache quel agent est spécialisé dans quoi. Par exemple, l'agent A spécialisé en code, l'agent 2 en documentation, l'agent 3 en ce que vous voulez. Et dans l'implémentation du code de l'agent, de pouvoir dire comment interagissent les agents. Le truc intéressant, c'est que chaque LLM, chaque agent est autonome sur qui il va appeler. D'accord ? On ne lui dit pas voilà tous les agents possibles, et puis d'abord tu m'appelles l'agent A, puis après l'agent B, puis après l'agent C. Mais chaque agent est autonome puisqu'il connaît la cartographie de tous les agents. Quand on va lui dire voilà, fais-moi du code ou convertis-moi le code Java en Rust, il va savoir que l'agent A, lui, est spécialisé en Rust et va l'appeler directement. Il va savoir aussi que l'agent B est spécialisé en code. Donc quand on va lui dire fais-moi la documentation du code Java ou du code Rust que tu as produit, il va savoir appeler tout seul l'agent B. Et donc ça, c'est bien quand les agents sont autonomes et qu'il n'y a pas de hiérarchie. Le désavantage, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, on doit maintenir une corrélation avec tous les agents et que tous les agents se connaissent entre eux. Si un des agents ne connaît pas les autres, c'est un peu compliqué. Pour essayer de simplifier tout ça, on a mis en place, une des architectures, c'est l'espèce de supervisor. Le supervisor, c'est un peu le chef d'orchestre de tous les agents. Il n'y a que lui qui connaît tous les agents possibles. Et c'est lui qui va décider ok, tu m'as demandé de générer du code, je vais appeler l'agent A, qui est spécialisé dans le code, il va me générer du code, le code va m'être retourné, et tu m'as demandé aussi de regarder si le code était bien écrit, donc je vais l'envoyer au deuxième agent, à l'agent B, qui lui est spécialisé dans le code review. Okay, donc du coup, ça va être un peu le chef d'orchestre, et c'est à peu près ce qui est appliqué la plupart du temps, de ce que j'ai vu chez des clients. C'est ce qui est à peu près utilisé un peu partout.
Et donc du coup, on est capable aussi d'appeler des agents en parallèle et d'avoir une architecture qui est un peu plus dynamique. Le supervisor tool calling, donc c'est le supervisor IceTools, c'est une spécialisation de l'architecture du supervisor. Okay, on va, comme dans le premier exemple, pardon, on va ne pas appeler directement les tools, donc par exemple du MCP, mais directement appeler des sous-agents qui se comportent comme des outils. Okay, donc ce sont des LLM qui sont un peu spécialisés dans ce qu'on appelle le function calling, comme Gemma aussi, Gemini, tout ça font du function calling, donc ils sont capables d'aller appeler d'autres agents et de leur passer des paramètres en entrée. Les agents font leur travail et d'avoir un input en sortie. Okay, mais il faut que le LLM connaisse le function calling. S'il ne connaît pas, c'est pas possible. Et en gros, c'est le même principe. Le principe, c'est que le LLM connaît tous les agents comme des outils, et c'est lui qui prend la décision ou pas d'appeler les autres agents. Un autre exemple du supervisor, c'est l'architecture hiérarchique, où là, on peut grouper les supervisors par groupe de décision. En gros, on peut avoir par exemple celui tout en haut, c'est par exemple un product manager qui aura 3 supervisors, donc un pour le code, un pour la doc et un pour le test. Et dans celui du code, on aura celui qui est spécialisé dans le code Rust, dans le code Java, dans écrire des best practices ou quoi que ce soit. Et du coup, en gros, on a des appels, on a une super spécialisation du supervisor par rapport à des appels hiérarchiques. Et donc ça pour moi, pour le coup, ça mime vraiment ce qu'on peut retrouver dans les entreprises, où on a des équipes qui sont spécialisées et chaque équipe est coordonnée par le programme manager et chaque supervisor est en fait un team lead qui lui va avoir des développeurs, des testeurs, des codeurs. Enfin, je parle beaucoup de code parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, mais ça pourrait être des équipes de ressources humaines. Voilà, des ressources humaines, exactement. Par exemple, j'ai que les mots en anglais, je suis désolé. Un recruteur, une recruteuse qui fait ça, un chasseur sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes ou d'autres choses. Mais vraiment, voilà, vous voyez directement la hiérarchie de chaque multi-agent. Et enfin, le dernier, le plus complexe, c'est qu'on applique directement son propre workflow d'agent. Donc il faut déjà connaître, il faut que quelqu'un connaisse comment appeler tous les agents. Ce qui est intéressant, c'est que en gros, on peut construire des workflows qui sont assez complexes, mais qu'il faut définir soi-même. Ça, c'est la première chose. Et il faut savoir si chaque agent est capable d'appeler d'autres agents et prendre des décisions. Alors ça, pour le coup, moi, je n'en ai pas beaucoup vu, des workflows comme ça. Il y a peut-être des use cases très précis, mais pour l'instant, j'en ai pas vu. Dans tous les cas, c'est hyper compliqué à maintenir, déjà à développer, comme l'expliquait Laurent. Ouais. À maintenir, ça va être un enfer sur Terre, parce qu'il va falloir un agent d'IA pour maintenir tout ça. Tu sais bien que, de toute façon, on en parlait tout à l'heure, hein, qu'on va tous être remplacés par des agents bientôt. Donc voilà à peu près les architectures qu'on a aujourd'hui au niveau des agents. Alors, un exemple, voilà ce qu'on pourrait avoir comme application du supervisor. Donc vous avez un humain qui va interagir avec un système multi-agent. Alors c'est pas forcément un chatbot, hein, imaginez pas ça comme un Gemini où vous lui posez des questions et potentiellement on va avoir des réponses. Mais on peut très bien avoir un supervisor qui est intégré dans une application, par exemple un site e-commerce, et on va lui demander en langage naturel: que peux-tu me recommander avec, je sais pas moi, cette paire de bottes qui irait bien pour cet hiver, comme bonnet ou comme manteau. Et le supervisor, lui, il va être capable d'aller appeler. Du coup, là, on lui a demandé une recommandation, donc il va appeler l'agent recommandation qui aura ses propres règles de recommandation, basées sur, par exemple, qui achète le plus ce bonnet-là par rapport à ces bottes-là, etc., etc. Et ce qui est intéressant, des use cases que moi j'ai appliqués, c'est dans le retail, donc dans le e-commerce, c'est ce qu'on appelle le virtual try-on, où en gros on lui donne une photo de nous,
On lui dit, j'ai envie que tu m'habilles avec ce bonnet, cette écharpe, ce manteau, ce pantalon et ces chaussures. Voilà, donc c'est des trucs qui sont génériques. On clique sur le bouton Virtual Try-On. Le multi-agent, lui, va faire appel à tous les agents qu'il connaît. Chez nous, c'est, je ne sais pas si vous connaissez Nano Banana, qui vient de sortir, là, qui est capable de générer des images assez bluffantes, voire très bluffantes. Et en gros, on se retrouve avec notre personne habillée avec le costume qui va bien. Et donc, on peut tester virtuellement si tel manteau, telle chaussure, etc., ça va bien ensemble, et parler avec du langage naturel en disant ouais, écoute, ce manteau-là, ça ne me va pas, remplace-le par cet autre manteau-là. Et lui, il va régénérer une autre image là-dessus. Il y a plein de use cases. On est capable aussi d'avoir comme multi-agent, par exemple, toujours dans le retail, c'est le plus gros use case que j'ai fait, c'est en gros, généralement un nouveau produit, nouvelle couleur, nouvelle texture, etc. Généralement une description. Donc on va avoir un agent qui est spécialisé dans le image to text pour décrire l'objet. Ensuite, on va lui dire, maintenant j'ai besoin que cette image-là, elle soit publiée sur les réseaux sociaux. Donc on va avoir un agent qui est social network, qui lui est spécialisé dans la publication des réseaux sociaux. On va lui dire, généralement, une vidéo pour afficher sur le site. Donc on va avoir un agent qui est spécialisé dans la création de vidéos. Donc chez nous, c'est VO, enfin, le VO3. Et ensuite, on va lui dire, crée-moi une campagne marketing qui montre un homme, une femme en train de défiler sur un podium pour illustrer le manteau, enfin le vêtement. Et en gros, on va encore spécialiser là-dessus. Donc vous voyez qu'avec une seule interface, on est capable d'avoir des multiples choses différentes et on va avoir des contextes différents, des agents différents par rapport à des règles. Alors ce qui est intéressant, et je vais te laisser la main là-dessus parce que c'est Tony qui maîtrise. Il n'est pas développeur mais il maîtrise Flowise. J'en ai parlé. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ça, quand on fait du multi-agent, quand on fait du supervisor ou les agents tout court, on fait du développement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du développement avec ADK, par exemple chez nous. Vous pouvez créer un agent avec ADK en Python, mais vous devez écrire tous les appels à Gemini avec les prompts, avec ce que vous voulez, etc. Ce qui est intéressant avec Flowise, c'est, vous allez voir, de toute façon on va en parler juste après, c'est que c'est une interface où vous faites du drag and drop. Vous prenez une boîte en disant, voilà, je veux cet agent-là, je veux le connecter à ce MCP-là ou cette source de données-là, etc., etc. Et du coup, Flowise, lui, va être capable de se débrouiller tout seul. Et pour le coup, pour mon ami Tony, qui n'est pas développeur... T'as compris. Je trouve ça super intéressant. Je te laisse la main sur Flowise, du coup. Pas de souci. Donc Flowise. Flowise Kezako, c'est une solution qui est open source, qui pour partie open source a été rachetée au mois de juillet par Workday, qui a racheté la solution. C'est une solution qui est low code, pour laquelle on a la possibilité de la déployer n'importe où. On n'est pas loqué sur un cloud en particulier. Et on peut les payer on-prem et ça permet aussi de traiter notamment tous les sujets qui peuvent être sensibles ou des données qui ne sont pas publiques ou qui doivent absolument rester à l'intérieur de l'entreprise. Du coup, on peut déployer cette plateforme on-prem qui va contacter un agent LLM on-prem et sur lequel on va décrire notre workflow et pouvoir travailler et interagir avec. Donc ça, c'est super sympa. Et on va avoir toute la possibilité de créer des workflows, d'automatiser ces workflows, les appels interagents, que ce soit des mono-agents, multi-agents, ce qu'on va voir juste après. Donc ça, c'est super sympa. En tout cas, moi, perso, j'adore. Et donc, au travers des features qu'on va retrouver dans Flowise, on va retrouver l'orchestration de tout LLM, de tous les traitements. On va pouvoir retrouver des fonctionnalités de RAG. Donc ça veut dire qu'au sein d'une même plateforme, si on veut faire rapidement une plateforme de démo pour se faire un avis sur une idée qu'on pourrait avoir d'interaction avec un agent LLM et faire une petite démonstration, c'est hyper rapide. On va pouvoir le voir au travers de la démonstration juste après, de réaliser des démonstrations et de se faire un avis sur un POC. Derrière, la solution permet d'exposer des API, enfin les agents en API. Du coup, dès lors que vous développez
un front-end, par exemple, basé sur du Streamlit ou autre solution front-end, vous pouvez directement faire appel à votre API Flowise et la solution est directement connectée. Donc ça, c'est hyper rapide. Commencent à arriver les notions dans Flowise de MCP. MCP à 2A, comme l'expliquait Laurent tout à l'heure, agent to agent, les appels agent to agent. Donc ça arrive, ça reste encore assez nouveau, mais bientôt on va le retrouver, ça j'ai aucun doute. Dans les équivalents, si vous connaissez peut-être N8N, si vous voulez faire une similitude, N8N qui est plutôt orienté à orchestration d'agents, lorsque vous développez des workflows, N8N est plutôt orienté vraiment à agent pur, front-end. Flowise, merci. Donc, dans Flowise, on va retrouver nos agents, des connecteurs pour se connecter à une base d'agents RAG, pour pouvoir se connecter, exposer des services à l'extérieur, pouvoir développer des tools qui permettent d'interagir avec des composants extérieurs, des composants externes. Typiquement, je pose une question à mon agent, on va le voir juste après. L'agent, il va nous répondre et ensuite il va faire une petite recherche sur Internet, parce qu'on a la possibilité d'interconnecter l'agent également avec des systèmes extérieurs. Donc ça, c'est extrêmement simple d'aller développer. Et donc on a parlé du RAG et de l'orchestration. Ces agents, parmi les agents qu'on peut interconnecter, avec lesquels on peut les interconnecter avec Flowise, on va retrouver de AWS avec du Bedrock, de l'Azure avec Azure OpenAI, Google avec Vertex, Vertex et encore plein d'autres. Dès lors que vous voulez traiter des sujets on-prem, parce que là on parle de GAFAM, si on veut traiter de sujets on-prem, vos LLM, vous allez pouvoir les exposer avec des solutions. On va retrouver des solutions open source type Olama, VLLM par exemple, qui vont vous permettre de faire ce branchement avec Flowise et pouvoir commencer à développer votre flow. Alors juste une petite coquille, c'est pas grog, hein, c'est pas une boisson, c'est grok, avec un K. Tu corrigeras la prochaine fois? Oui, je corrigerai la prochaine fois. Ça a été généré par une IA, c'est pour ça. Non, je rigole. Donc on va là rentrer en phase de démo. L'idée, c'est de vous montrer comment il est possible d'interagir et de mettre en place un agent très simplement avec un agent, un multi-agent d'assistant. On va faire appel à un assistant qui va nous aider à migrer notre code de développement. On a tous, en tout cas des entreprises, des applications qui sont vieillissantes, qu'on n'a pas forcément maintenues, et qu'à un moment donné, il faut se dire il faut le migrer parce qu'on a plein de failles de sécurité et que notre RSSI ou notre RSP nous dit soit on la décommissionne, soit on la migre. Et donc comment on fait ça? Donc c'est un retour d'expérience, en tout cas qu'on utilise également chez nos clients, d'aide à la migration de code pour faciliter et accélérer le travail. Et pour finir, un petit agent de préparation de voyage. Alors du coup, ce qui est intéressant, là, vas-y, fais la démo. Ce qui est intéressant, c'est que depuis, je crois que c'est cet été, on est passé à la version 3 de Flowise et à la version 2 de l'Agent Flow, donc tout ce qui est multi-agent. Et quand Tony se sera connecté, on vous montrera aussi qu'on est capable de générer des systèmes multi-agents via des prompts. C'est ultra intéressant. Ah, on peut faire la démo. Si tu prends Agent Flow. Non, Agent Flow là. Mais non. Si. Tu fais New Agent Flow. Il n'est pas là. Ah non, c'est peut-être dans le chatbot. Je sais plus. Vas-y. Je suis sûr que c'est dans le chat flow. Non. Si. Non. Tu connais rien. C'est pas là. Oh, je me suis trompé. C'est où, Tony? Dis-moi. Dans l'assistant. Dans le Custom Assistant. Ah, c'est là où j'étais, c'est ça? Ah, c'est là où t'étais. Zut. Merde. Mais non, c'était pas là. Ils sont où les petits boutons avec les... Vas-y. Ça a trop changé depuis cet été. Non, en plus, on a fait une migration de version récemment. Ah, c'était pas là. Mais non, c'était pas là. Non. Bon, c'est pas grave, on pouvait générer des multi-agents avec des prompts, mais apparemment ça a disparu. On avait un truc sympa. Mais oui, on avait un truc sympa, mais je sais plus où c'était, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, dans Flowise, vu qu'on fait le buzz, effectivement, on a la possibilité d'avoir un agent d'assistant qu'on a perdu, il est parti en vacances, ou il est peut-être parti déjeuner. D'ici là, on va retrouver toute la partie agent de flow, agent de flow, la possibilité de retrouver toutes les traces d'exécution d'une conversation. Alors ça peut être super sympa lorsqu'on doit apporter des traces sur l'exécution de nos LLM et toutes les conversations.
Donc ça, en termes legal ou requirement, dans certaines entreprises, ça peut être très très intéressant. Et notamment également retrouver tous les problèmes de latence et de performance. On va les retrouver autour de cette solution de trace, de tracing, un peu comme Jaeger qu'on peut retrouver sur d'autres systèmes, plus sur Cube ou autres, ou applicatifs. On va retrouver donc les agents, on a toute une palette de marketplace. Dans cette marketplace, ça va être finalement des facilitateurs, des flows qui sont déjà définis pour nous permettre de déployer nos propres flows. Donc ça, c'est super sympa à utiliser. On va retrouver également la fonctionnalité de tools que j'évoquais tout à l'heure. Donc typiquement, si je veux mettre en place, je fais appel à un moteur de recherche pour pouvoir finaliser mon prompt ou mon échange que j'ai avec mon end-user, on va pouvoir développer nos propres tools qui vont pouvoir communiquer également avec potentiellement soit un moteur de recherche, un outil du SI, de notre SI. Par exemple, je veux chercher les derniers tickets Jira que j'ai pour mon équipe, potentiellement au travers d'un tools. Moyennant qu'on communique la clé d'API, l'API et la clé d'API, on va pouvoir développer un tools directement dans Flowise. Donc ça, c'est le côté plutôt sympa. Et on va pouvoir également disposer d'un RAG interne à Flowise. Encore une fois, lorsqu'on veut réaliser une démo avec Flowise, s'il faut demander à nos équipes IT de mettre en place un RAG spécifiquement pour nous, le temps que la demande soit prise en compte, qu'elle soit réalisée, il va se passer potentiellement quelques jours ou plus. Donc, tandis que là, on peut directement bénéficier d'un RAG interne, un petit RAG interne à la solution, qui est très clairement un accélérateur dans le cadre de démo. Et donc ici, j'ai fait une petite démonstration où j'ai mis en place un Azure Agent un agent ChatGPT qui va nous permettre, avec lequel je vais échanger, je vais pouvoir interagir. J'ai mis en place une gestion de la mémoire pour qu'il garde en mémoire la conversation qu'il va avoir avec le end-user et l'agent, que tout soit gardé. J'ai mis en relation un RAG avec des documents que j'ai téléchargés, en l'occurrence, c'est une liste de villes, tout simplement. J'ai déposé dans mon document de store en tant que RAG. Et à partir de là, j'ai précisé que ce RAG est en mémoire. Donc, dans mon agent ici qu'on a développé ici, on va aller dessus, je lui ai dit tout simplement, alors, hop là, je lui demande finalement qu'il me pose plusieurs questions. Quels sont mes centres d'intérêt, où est-ce que je veux voyager, dans le cadre de cette démonstration. Et il va me poser plusieurs questions itérativement, tout seul, parce qu'il va comprendre que je n'ai pas donné toutes les informations du premier coup. Donc à partir de là, une fois que j'aurai répondu à toutes les questions, il va pouvoir me retrouver toutes les informations directement. Donc, pour vous montrer, pour sélectionner des agents, typiquement si j'avais voulu choisir de l'OpenAI par exemple, ok, je prends, je dépose, et après c'est juste à coup de flèche, en prenant les petits points, que je vais pouvoir accorder mes points d'une boîte à une autre. Et donc, ok, tout ça c'est bon. Donc dans le cadre de la démo, alors si on l'ouvre en grand, donc là, ce qui est sympa, hop là, on va fermer. Donc on a une petite interface ici où vous avez la possibilité de tester votre développement. Donc vous ouvrez l'interface de chat. Dès lors que vous avez ouvert l'interface de chat, je suis poli donc je vais dire bonjour. Et normalement, il va me demander où est-ce que je veux voyager et quels sont mes centres d'intérêt. Donc, il me demande d'abord de fournir 2 centres d'intérêt. Donc en l'occurrence, je vais dire, pourquoi pas, à tout hasard dans la région. Mes centres d'intérêt, on va faire les volcans et les musées. Et plus réalistement, les bars. Il y a une petite erreur, mais... Ok. Oui, il y a une faute de frappe, je confirme. Mes centres d'intérêt. Donc, dans mes centres d'intérêt... Allez. Tac. Allez. Les bars et les musées. Allez. Ça va être sympa. Donc là, il va me demander, j'ai listé mes centres d'intérêt, il me demande dans quel pays je veux voyager. Donc ça, au travers du prompt qui était tout à l'heure centralisé, on avait un gros prompt, on dit ok, il me faut toutes ces informations pour pouvoir te répondre. Donc là, il a compris que je n'avais pas encore donné le pays. Donc je veux voyager en France.
Et donc là, il va faire sa recherche au travers de Azure OpenAI, et normalement, il devrait pouvoir me dire, ça tombe bien, qu'il y ait des volcans autour de Clermont-Ferrand, c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'il y a aussi des musées. Bon, il m'en a listé comme un pari, des musées, mais pas les volcans. Là, parce qu'on est sur l'interface web, l'interface de Flowise, je n'ai pas la possibilité d'afficher les images, parce que dans mon prompt, j'avais demandé, au travers de la recherche, de pouvoir restituer également les images qu'il retrouvait. Il est également, donc pour la partie, donc là on voit que le flow fonctionne, c'est nickel, on pourrait le donner aux utilisateurs, et vous allez avoir une petite section qui va vous indiquer comment intégrer ce flow directement dans votre application. Donc que ce soit en embedding, soit sur du Python, du JavaScript, etc. Vous allez avoir tout le code d'exemple pour vous accompagner, pour intégrer votre flow directement dans votre application front-end. Alors, on va sortir de cette démo, on va aller dans l'autre démo qui est plus sympa, mais qui est un peu plus conséquente. Ici, dans cette démonstration, j'ai un contexte utilisateur où j'ai un code applicatif qui est obsolète, et j'aimerais que tu utilises une solution d'IA pour pouvoir m'accompagner dans la migration de code et accélérer cette migration, aussi bien sur la partie qualité du code au travers de solutions de test. Et un peu moderniser, on va le voir. Donc, ce que j'ai mis en place, j'ai utilisé toujours un agent LLM. En tout cas, mon moteur LLM, j'utilise ici du OpenAI, pardon. J'aurais pu utiliser du 1, 2, 3, du Gemini, d'autres LM via du Ollama, du VLLM. Il n'y a aucun problème, ça s'intègre extrêmement facilement dans la solution. Et à la différence de tout à l'heure, là, je commence à développer une solution multi-agent, où donc je vais avoir un superviseur. Ce superviseur va faire appel à plein d'agents. Pour je vais faire appel à mon développeur qui est ici, où je vais lui dire, bah, ok, tu es un développeur, il va falloir que tu m'aides à m'assister dans la migration de mon code PHP selon les bonnes pratiques. Alors, ici, je n'ai pas fait appel à un RAG, mais j'aurais pu également lui dire, bah, ok, je veux que tu migres mon code PHP, mais selon mes bonnes pratiques de l'entreprise. Peut-être que vous avez des règles de nommage pour des fonctions, peut-être qu'on aurait pu lui donner en RAG les bonnes pratiques ou les retours d'expérience que vous avez de base de connaissances de vos équipes de développement. On aurait pu également l'enrichir, l'accompagner Azure OpenAI. Donc là, on ne l'a pas fait ici, mais on aurait pu le faire. Et donc, à partir de là, je dis, OK, toi, tu es le développeur, il va falloir que tu migres le code. Le code, et ensuite, je vais faire appel à un autre persona qui va être le code reviewer. Et ce reviewer va avoir pour challenge de regarder le code et d'apporter des remarques pour essayer de faire évoluer ou améliorer le code et apporter une notion de testing derrière. Et donc, on va le voir, c'est qu'il va migrer ma fonction. Et une fois qu'il aura migré la fonction, il va également nous proposer d'autres fonctions en plus que celles que je demande de migrer pour pouvoir tester le code. Ça, c'est quand même super sympa. Là où il m'aurait fallu, moi, longtemps, ça m'aide en tout cas très facilement à réaliser cette migration de code. Et donc, une fois que le code reviewer, donc il y a une boucle, on a mis en place une boucle, hop là, avec des petites loupes, et tant qu'ils se parlent entre eux et qu'il y a toujours des commentaires pour demander une évolution du code, il y a une boucle infinie entre eux. Enfin, on peut limiter la boucle, mais en l'occurrence, la boucle, une boucle. Et donc, une fois que le code est terminé, ils ont fini de se parler, il va nous restituer le code final. Dans ce code final, l'objectif, c'est à la fin, donne-moi le résultat de ton code et tu me le restitues, le code migré. Et pour la fin, je demande également, donne-moi également le code de test avec PHP Unit pour pouvoir l'intégrer dans le code que j'avais initialement, que mes équipes de développement n'avaient initialement pas fait. Donc ce qu'on va faire, hop là, donc là c'est plein de petites boîtes qu'on a mis derrière les autres. Moi j'ai mis la petite boîte, ça m'arrange beaucoup. On va lancer notre
IHM. Hop, 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 hop. Et donc à la base, j'ai une fonction, enfin plusieurs fonctions PHP que je souhaite migrer avec, de l'époque, énormément de défauts parce que je ne savais pas développer, je ne sais toujours pas, encore une fois, où typiquement pour faire du changement VD, des changements de date, j'avais travaillé sur des grosses regex. Maintenant, il existe des fonctions natives, ça en fait rire certains, j'imagine. Je ne sais pas développer. Donc voilà. Donc l'idée, ok, aide-moi à migrer tout ça. Et donc, à partir du moment, donc je prends mon code, donc je lui ai demandé au début, peux-tu migrer mon code PHP? Je suis quand même gentil, je t'ai demandé poliment. Et donc là, donc le développeur va commencer à proposer des solutions et va donner ça au reviewer, et le reviewer, ainsi de suite, va challenger. Donc là, il passe le code au reviewer, et ainsi de suite, ils vont communiquer jusqu'à ce que tout le monde soit content des solutions qui sont proposées sur la migration du code. Donc là, il commence à interagir, ça commence à être sympa. Donc là où moi, il m'aurait fallu longtemps pour migrer ce code de qualité, là au bout de quelques secondes ou minutes, je vais avoir une version finalisée de mon code, migrée, avec les commentaires et avec une solution de testing, en tout cas qui pourra permettre très clairement d'améliorer la qualité de mon code que je vais livrer au final. Parce que pour le coup, ça va enrichir la base des équipes de développement, en tout cas la base de connaissances. Donc là, ce qui est sympa ici, c'est que il m'a proposé les 4 tests. Alors on va remonter très légèrement. Donc là, il me propose la version du code final. Alors si je le copie et qu'on revient, oui, là, alors lui, il a proposé plein de regex. Peut-être que ah non, c'est sur la partie test. Si, non, c'est code. Donc il a proposé en tout cas une amélioration du contenu de mon code. Il a fait évoluer les fonctions pour passer de PHP 5 à PHP 8, avec développer une fonctionnalité de cas de test qui permettra typiquement à la chaîne de CI/CD de pouvoir lancer mes tests automatiquement. Il donne le tuto pour migrer. Et donc, il m'a apporté également modifié. Donc, il m'explique ce qu'il a rajouté comme fonctionnalité et l'appel à de nouvelles fonctions PHP, parce qu'on veut passer de PHP 5 à PHP 8. Donc, il a modernisé mon code en quelques secondes. Ça, c'est côté plutôt sympa. Très rapidement, une autre notion que j'ai commencé à apprendre assez récemment. Hop là, Tony, Volcamp, sur la V2. Dans la dernière version de V2 de Flowise, on a les flows qui sont un peu plus sexy, un peu plus de couleurs, ça reste plutôt sympa. C'est la notion de LLM as Judge. LLM as Judge, c'est la capacité, lorsqu'on interroge un agent, on lui pose une question, et finalement, on lui rajoute une notion LLM as Judge qui a pour objectif de challenger est-ce que la réponse que tu me retournes est pertinente. Donc là, en l'occurrence, je suis une équipe RH, j'ai ma base de connaissances de CV, j'ai un RAG, j'ai mis en place, j'ai configuré ici. Donc, je suis mon équipe RH, je dispose d'une base de connaissances où j'ai rajouté une notion de document store. Donc, c'est mon RAG qui est à l'intérieur de mon Flowise. Donc, j'ai tous mes CV de mes collaborateurs. C'est un exemple. Mes CV de mes collaborateurs. Et je vais demander à mon Flowise, enfin, à un agent LMS Judge, ici que j'ai appelé LMS Judge, et je vais lui demander d'évaluer un score, d'attribuer un score de pertinence de ses réponses par rapport à la question. Donc, il va challenger question-réponse. Est-ce que c'était pertinent? Donc ça, c'est le côté plutôt sympa. Et donc, dans mon besoin, est-ce que ça prend? Hop là. Donc, j'ai un besoin d'une compétence AWS qui sache développer du Python, du Java, qui va devoir mettre en place une infrastructure
une infrastructure chez mon client et gérer toute la partie également centre de compétences. Et je vais demander donc à mon agent, ok, aide-moi à trouver le bon profil qui pourrait répondre aux besoins de mon client. Donc, là, on va supprimer ça. Comme ça, c'est pas fait et qu'on voit que c'est en temps réel. Et donc, je lui pose la question. Donc, dans le côté sympa de la dernière version, c'est qu'on voit toutes les étapes d'enchaînement de mon flow qui s'exécutent derrière. Alors là, j'ai ouvert en grand, mais qui s'exécute derrière, qui va pouvoir donner le statut d'avancement. Et typiquement, si on veut faire du debug ou de l'analyse de performance, c'est un vrai plus, en tout cas sur la dernière version Flowise. Donc là, en l'occurrence, il m'a trouvé un CV qui est Thibaut Navarre. Et donc en reprécisant en tout cas son expérience, etc. Mais surtout, il va pouvoir me donner ici le score. Est-ce que finalement, la réponse qui m'a retournée, c'était bon, faute de mieux, je te trouve quelqu'un. Et en fonction, ici en l'occurrence, on a un score de 10. C'est classe. Un score de 10. Hier, il n'était pas de 10. Un score de 10, en tout cas, sur la pertinence par rapport à ma demande. Donc voilà, c'était la petite démo LMS Judge. Ensuite, hop. Ça, c'est évidemment ça. Ce qu'on peut en retenir sur Flowise, c'est que c'est finalement, du fait que ce soit une solution d'agent low-code, c'est la démocratisation très clairement de l'adoption de l'IA pour les non-développeurs. On n'est pas vendor locking, ça c'est quand même super sympa. On est autonome de pouvoir déployer la solution n'importe où, même sur son propre poste. En l'occurrence, je l'ai sur mon poste, ça marche extrêmement bien et c'est très performant. On apporte des solutions maintenant où ça va apporter des solutions autour du MCP A2A. On le voit pour la conversation multi-agent, on peut faire énormément de choses. Et on est sur un écosystème open source, très facile à prendre en main et à développer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que je suis bon là. Il reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, j'arrive. On va peut-être t'applaudir déjà. Merci. Combien de temps il faut pour mettre en place Flowise? Techniquement, c'est un conteneur à démarrer, voire un binaire à démarrer, donc ça prend 5 minutes. Okay. Techniquement, c'est hyper rapide. Et après, c'est juste la mise à jour du Docker à chaque fois qu'il y a une version qui sort. Exactement. En fait, Flowise, sur le principe, si on travaille dans un monde Kubernetes, on a de plus en plus d'applications sous Kube, mais pas simplement dans un conteneur. Vous allez monter un pass dans votre conteneur, en tout cas dans le pod, et en l'occurrence, tous les flows que vous allez développer seront directement chargés dans le volume. Et donc, même si votre pod redémarre, etc., donc vous repartez sur tous les flows. Donc juste le petit temps de développer l'IML, allez, on va rajouter une demi-heure. En 1 heure, vous avez votre solution déployable dans Kube sans aucun problème. La seule contrainte, c'est la mise à disposition d'une solution de LLM. Alors si c'est de l'Azure OpenAI, c'est le temps que vous créez vos tokens, de créer les tokens pour pouvoir vous brancher dessus. Mais techniquement, en tout cas, Flowise, en 1 heure, c'est sûr, c'est plié. Et après, c'est juste le temps de créer les tokens, que ce soit sur le moteur de recherche. Dans ma démo, il y avait un peu de Google Search ou autre. C'est le temps de créer ces tokens, c'est tout. C'est extrêmement rapide. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Bonjour, merci. Moi, j'utilise Langflow, qui est une alternative aussi open source à Flowise. Avec Langflow, j'ai eu des mauvaises surprises lors des mises à jour où, en gros, tous mes flows sont devenus invalides et les mises à jour étaient compliquées. Avec Flowise, comment ça se passe? Est-ce que vous l'avez vécu? Alors, dans le cadre de la démo, il y a au moins un des flows qui date il y a un petit moment, qui date de la première version de Flowise, très clairement. Et depuis, il y a eu 3 versions de Flowise qui sont passées dessus, et tout marche encore.
On voit que graphiquement, par contre, typiquement la dernière version, qui était plus en couleur, là, ok, c'est la dernière version. Les autres sont sur l'autre version de Flowise, mais les flows fonctionnent parfaitement. Et on peut supposer qu'avec le rachat par Workday de la solution, ils vont accélérer le développement, en tout cas, des features et l'intégration. Dans le cadre du SI, en tout cas, j'en suis persuadé. Est-ce qu'il y a une dernière question? C'est 24 secondes. Après, ça explose. Non. Merci beaucoup pour ta présentation. Merci. Merci à tous.